On est en ligne. Damien. Salut. C'est Damien qui doit parler en premier. Voilà, c'est bon. Alors bonsoir tout le monde. Voilà, désolé, on a 2 minutes de retard, on a un petit problème technique. Voilà, on est très content de vous accueillir dans ce nouveau live pour la deuxième de la rentrée. Je vais inviter de suite parce que vous attendez à l'arrivée de Christophe. Et avec tous ces bouleversements de Covid, il y a eu quelques petits changements de programme et je vais te laisser parler, Christophe. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, bonjour à toutes et à tous. Là, je ne sais pas si encore, vous êtes encore beaucoup de monde. Bonjour tout le monde qui arrive sur le lien. Peut-être qu'on le redira en deuxième. Je devais venir, je viens de parler avec Nathalie de l'association le Point Rose d'Aix-en-Provence, qui s'occupe des parents en deuil. Et il y avait demain, vendredi, à Marseille, une conférence que je devais donner donc vendredi soir, et également un temps, mais là plus privé avec des membres de l'association Le Point Rose à Aix-en-Provence avec les parents. Or tout ça a été annulé parce que avec la restriction des mesures sur Marseille, il a été plus sage d'annuler. Donc je suis vraiment désolé. Je vais pas descendre dans le sud. Il n'y aura pas cette conférence, donc, comme c'était annoncé sur ma page Facebook. Mais c'est que partie remise. Hein. On s'est promis avec Nathalie que quand les choses allaient être un petit peu plus calmes, qu'on aura plus de visibilité, en tout cas sur comment on peut organiser les choses ou comment, de façon plus sûre, on le fera. Donc c'est partie remise, mais pour demain, ce week-end, c'est annulé. Voilà, c'était ce que je souhaitais vous dire. Damien, à toi. Super, merci. Alors, super, enfin non, pas super. On est Je ne t'entends pas. Oh là là, la connexion n'est pas, pas super aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Je vois tout le monde qui arrive. Hein. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous avez, été, vous avez suivi le Facebook Live que j'ai fait hier avec Jean-Charles Chabot de Québec, de Montréal, et on a fait un très joli Facebook Live qui est en direct sur son site. Hein. C'est sur sa page Facebook, Jean-Charles Chabot, Chabot. Et on a fait un très joli, très intéressant Facebook Live sur c'était pas sur la psychologie du deuil et tout, mais c'était spécifiquement sur les VSCD, un vécu subjectif de contact avec les défunts. Et je me suis appuyé durant cet échange sur une étude qui a été menée en Suisse, Belgique et France sur plus de 1000 questionnaires qui étudiaient vraiment en profondeur qu'est-ce que sont les VSCD, hallucinations ou pas. Donc, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Jean-Charles Chabot, je crois de l'Institut international d'hypnose spirituelle. De toute façon, vous avez les coordonnées sur ma page Facebook. Vous pouvez entrer en contact et retrouver ce que la conférence le Facebook est en ligne directe et ça peut vous donner beaucoup d'informations très utiles sur ce phénomène qui est mal connu. Voilà les news. Voilà, nous sommes tous ensemble. super. Bien, à toi, dis-moi. Voilà. Alors, juste pour redonner un petit peu les règles du jeu, l'invitation qu'on a annoncée. L'idée de live, c'est vraiment de parler du sujet du deuil, de la perte de nos proches, soit pour vous qui êtes endeuillés, qui traversez ces moments-là, soit pour vous qui êtes accompagnants, qui voulez aider des personnes qui traversent le deuil. Et donc l'idée, c'est d'envoyer des questions, c'est vraiment libre, ça peut être anonyme aussi. Et on a récolté toutes ces questions. Et donc Christophe va nous répondre, essayer de nous répondre à ces questions ce soir. S'il n'a pas de réponse, eh bien, il faudra trouver quelque chose. Hein. Il le dit. Je ne sais pas. Il le dit, parce qu'il n'y a pas toutes les réponses tout le temps, et c'est important de bien. On connaît le processus de deuil, d'accord, hein, mais on apprend à le connaître, mais il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas.
qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, même au niveau psychologique. Alors, au niveau spirituel, je ne vous raconte pas, mais au niveau psychologique, il y a des… Pourquoi ça se déroule comme ça se déroule? Pourquoi il y a des étapes qui sont de telle nature? Pourquoi il y a cette chronologie? Sincèrement, on décrit les choses, mais on n'a pas encore d'explication en profondeur de qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre esprit, dans notre être pour comprendre le deuil. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, la première question, Damien. Alors, la première question, voilà. On a Marie qui nous a écrit et qui dit bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible d'être éclairé sur ce que je ressens et que je ne comprends pas. Alors, en fait, elle dit qu'elle a perdu son fils de 20 ans, il y a 5 mois maintenant. Elle dit j'ai des jours où je ressens des émotions et des jours où je ressens rien du tout, quasiment étanche. Et je me sens assez mal. Et je préfère les jours presque où je pleure beaucoup. Et elle pose la question, est-ce que c'est normal? Ok. Là, vraiment, ce que décrit Marie, c'est à 100% la première étape, les premiers temps du deuil, où la nouvelle, parce qu'un jeune de 20 ans, j'imagine que c'est une mort brutale, ou peut-être un cancer, mais en tout cas à 20 ans, on peut imaginer que c'est un décès brutal. Elle mentionne peut-être les circonstances du décès? Non. Mais en tout cas, c'est à 5 mois seulement. Euh, c'est tellement énorme, c'est tellement inconcevable de perdre son enfant de 20 ans, n'importe quoi, mais que de perdre quelqu'un qu'on aime aussi fort, que notre cerveau, là encore, on ne sait pas pourquoi ça se passe, hein, mais notre cerveau se met sur un mode protection, protection massive, psychique, qui là encore échappe complètement à notre volonté, à notre raison. Il y a une espèce d'anesthésie massive de nos émotions, de nos pensées, et qui résulte comme si on était complètement anesthésié avec l'impression de plus rien ressentir. Alors, ça peut être très, très étrange, mais voyez-le impérativement comme une protection psychique. C'est une protection psychique qui ne va pas durer, hein, mais si ça dure pendant 5 mois, c'est que dans l'esprit, il y a quelque chose qui sait pertinemment que cette protection est nécessaire. Et ça peut durer parfois pendant 6, 7, 8 mois. Il y a une partie de soi qui commence à intégrer la réalité de la perte et une autre partie de soi qui a encore besoin de se protéger de l'impact émotionnel de la perte. Ça veut dire qu'on peut être deux morceaux, je dirais. Une partie qui intellectuellement a compris les choses et une autre partie où émotionnellement, consciemment, on n'a pas encore une digestion pleine de l'émotion. Mais ce qu'il faut se rassurer absolument, c'est que derrière, il y a, en niveau inconscient, le processus de deuil qui de toute façon se met en place, hein. Rappelez-vous, on n'a pas de contrôle sur le processus de deuil. C'est, comme je dis tout le temps, c'est le processus de cicatrisation d'une plaie. Vous n'avez pas le contrôle de la vitesse à laquelle vos cellules vont se développer, pourquoi vos cellules vont choisir de fabriquer du muscle et pas de la peau, des tendons et pas de… On n'en sait rien, mais c'est une intelligence fondamentale de notre être qui est en œuvre. Donc, même si consciemment, on a l'impression de « je ne ressens rien », ça bloque, je préférais pleurer et tout, il faut se rassurer sur le fait que derrière, en inconscient, le processus se fera. Et heureusement, malheureusement, pour Marie, ces protections vont diminuer progressivement et elle retrouvera le contact normal, naturel avec ses émotions, hein. Et bien sûr, Marie dit préférer pleurer parce que c'est déroutant de dire j'ai perdu mon fils de 20 ans et je ne pleure pas, je devrais pleurer. Mais ça, c'est ce que notre conscient il dit, notre raison il dit. Alors que notre inconscient, il sait que cette protection est nécessaire et c'est toujours l'inconscient qui sait ce qui est le mieux pour nous. Donc, Marie, rassurez-vous, le processus est vraiment court et vous allez voir malheureusement ou heureusement les choses se reconnecter à votre peine dans les semaines, mois à venir. Ça peut prendre du temps, hein. Si la mort est très brutale, ça peut aller jusqu'à 6-8 mois, hein. Ça peut aller aussi loin, mais ça reste normal malgré tout.
Justement, Christophe, tu parles de quelques semaines, quelques mois. C'est la question que souvent on se pose. On lit beaucoup ces commentaires-là. Ça prend combien de temps? En tout cas, ce moment qui est vraiment lourd, qui est plombant dans le deuil, cette absence qui est terrible. Est-ce Oui. qu'on peut parler il y a une échelle de temps ou est-ce qu'il y a il y a des choses qui peuvent nous rassurer? Alors, il y a une échelle de temps. C'est fou ce que je vais dire là. Il y a une échelle de temps, c'est toute une vie. D'accord? Mhm. On perd quelqu'un qu'on aime et que cette personne était extrêmement précieuse dans notre vie. La souffrance de son absence va être dans toute une vie. D'accord? Il va persister en nous un noyau de souffrance à tout jamais. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose qui est l'intensité de cette souffrance. L'intensité déchirante de cette souffrance qui va faire qu'on va être complètement submergé. Et là, disons-le, c'est en termes d'années. On ne peut pas parler en termes de mois. On ne peut pas parler en termes de mois. Hein. Dans les 4 étapes du deuil que je décris, même le plus lourd, c'est quand même la troisième étape, c'est au moins 6, 8, 10 mois après le décès, et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans de façon normale. Mesurez bien que la cause première du deuil, c'est le décès de la personne. C'est le décès qui fait mal. C'est pas le processus de deuil qui, lui, a pour fonction d'essayer d'apaiser la douleur et de cicatriser la plaie. Donc, ce qui est douloureux, ce n'est pas le deuil, c'est la mort de la personne qu'on a perdue. Mhm. Et le processus de deuil essaye du mieux qu'il peut, lentement, du mieux qu'il peut, de cicatriser cette plaie, même si on sait que cette plaie sera toujours présente, cette cicatrice sera toujours présente à tout jamais jusqu'à la fin de sa vie. Et comme toute cicatrice, elle restera douloureuse. Donc, c'est la durée du processus de deuil. Donc, euh, c'est en termes d'années, on dit parfois qu'après le décès du conjoint, le plus gros de la peine, ça ne veut pas dire la fin de la souffrance, hein, mais le plus gros de la peine, c'est parfois après 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'après 3 ans, on est totalement 100% en paix. C'est simplement qu'on sait, on sent à l'intérieur de soi que après le décès du conjoint, il y a peut-être, après 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose qui commence à être plus paisible. Vous Mhm. voyez. Et pour la mort d'un enfant, par exemple, ne le leurrons pas. On commence à sentir que ça peut être un petit peu plus paisible après peut-être 4 ans, 4 ans, 5 ans. Hein, vous voyez, c'est long. Et c'est en ça que c'est compliqué pour nos proches et pour la société en général, qui ne comprennent pas cette durée dans le temps. Et Mhm. que même si extérieurement, on a repris la vie professionnelle, on est parti en vacances, on a repris une vie sociale avec les gens, on a bien sûr appris à mettre un masque pour quand on est avec les gens, de pas vouloir plomber l'ambiance ou plomber l'ambiance. Comment tu vas? Ah bah ça va pas bien. Et ça fait 4 ans qu'on a perdu son enfant. On n'a pas envie. Donc on s'autorégule. Et c'est ça aussi qui crée le sentiment de solitude. C'est parce qu'il y a une demande après 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on aille bien. Alors qu'à l'intérieur, on est encore dans ce processus de cicatrisation qu'on appelle le deuil pour essayer de prendre soin de cette blessure fondamentale qui est la perte de la personne qu'on aime. Donc c'est ça qui contribue à cet isolement. Et je voudrais juste vous mentionner une dame que j'accompagne depuis plusieurs années qui a perdu son mari. Ça fait maintenant presque 3 ans et demi, 4 ans, et en fait, elle est clairement dans ce que j'appelle la quatrième étape, la phase de restructuration. Eh bien, pour elle, la phase de restructuration, c'est redéfinir son rapport à elle-même, son rapport avec son mari qu'elle a perdu, et redéfinir son rapport aux autres. On- Ça peut être une étape qui est vraiment difficile. Elle rame avec cette quatrième étape parce qu'elle me dit, OK, je dois reconstruire, mais je voudrais me reconstruire avec lui. Je ne veux Mhm. pas me reconstruire sans lui. Et c'est là encore, encore et encore une des clés terribles, mais une des clés du processus de deuil qui est de comment du mieux possible, comment j'essaye de m'aligner avec ce que je ressens, ce que je veux,
et cette réalité extérieure qui est le décès de la personne que j'aime. Plus je vais m'opposer à cette réalité en disant je veux pas qu'elle soit là et que je veux que ce soit une reconstruction avec lui ou avec elle, eh bien plus je suis loin de cette réalité qui est cette personne n'est plus vivante dans le monde, elle est dans mon cœur, elle est dans mes pensées, mais elle est plus vivante dans le monde, eh bien plus je souffre. Donc le chemin, c'est d'aller progressivement sur ce que j'appelle l'acceptation de la réalité du décès. Entendez bien, c'est pas accepter le décès. Ça peut être à tout jamais inacceptable d'avoir le décès de son enfant, mais c'est juste le niveau d'acceptation, c'est uniquement accepter la réalité de ça. C'est dire ceci s'est passé et je ne lutte plus contre ceci qui s'est passé, même si je voudrais que ce soit là, ça n'est pas là. Même si je voudrais me reconstruire avec lui, je peux pas. Je dois construire quelque chose d'autre sans cette personne-là. Et ça, vous mesurez bien qu'on est tout seul à le faire parce que l'entourage ne comprend pas cette démarche parce que tant qu'on l'a pas vécu, vous savez bien, on peut pas comprendre l'intimité de ce qui se joue en soi 3, 4, 5 ans, 6 ans après. Alors Christophe, tu parles de t'aligner. C'est aussi un gros enjeu de s'aligner à plusieurs dans une famille, dans un couple. Exactement. On a des vécus différents. Est-ce que tu as des conseils, des attitudes, des postures que tu veux nous partager pour que ça se passe le mieux possible? La grosse difficulté dans le couple, justement, c'est que si on prend simplement basiquement un père, une mère et un enfant qui est décédé et peut-être un frère ou une sœur. C'est vrai que le mode de fonctionnement, le mode d'intégration du décès, et donc le processus de deuil, peut être très différent du père et de la mère. La maman peut avoir besoin extrêmement de parler de son enfant, de dire mais comment tu te sens, on n'a déjà pas abordé très souvent ça, alors que le père peut être dans une posture où il a pas besoin de parler, au contraire, pour beaucoup d'hommes, parler les fragilise psychologiquement. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Hein. Un père me disait, quand mon épouse insiste pour que je parle et que je parle, eh bien, elle est peut-être satisfaite, mais moi, je me sens encore plus fragilisé qu'au début de la conversation. Et il me dit, pour moi, c'est dévastateur de parler. C'est pour ça, mesdames, que les hommes parfois ont du mal à parler, c'est que ça leur fait plus de mal que de bien, alors que vous pensez en tant que femme qui avait une autre façon de gérer les émotions, que justement et faire parler votre mari va lui faire du bien, bah, ça induit parfois ce qu'on appelle, il y a un mot pour ça, la noyade émotionnelle. La noyade émotionnelle, c'est un truc très masculin où quand l'homme est trop amené à exprimer ses affects, ses émotions, eh bien, il est moins équipé, et ça on le sait au niveau biologique. Au niveau biologique, l'homme est moins équipé biologiquement à amortir les émotions quand il les manifeste trop qu'une femme. Et donc, comment faire? Ben déjà, savoir ça, comprendre qu'il y a un décalage de fonctionnement, parler, ne pas parler, s'apaiser dans l'expression des émotions, se fragiliser dans l'expression des émotions, et donc essayer du mieux possible de dire, OK, comment on peut se rejoindre l'un l'autre? Là, il n'y a pas de bonne pratique, c'est chacun individuellement dans le couple, comment on peut faire un petit chemin l'un l'autre qui va prendre en compte les protections mutuelles des autres. Et la chose la plus saine, c'est de se définir ensemble des règles. Et chaque règle vont être différentes dans chaque famille, mais déjà partir du constat que ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement, déjà, à la base. Alors en t'écoutant, Christophe, j'ai envie d'inviter les hommes qui sont sur le live à participer. N'hésitez pas à écrire parce que c'est vrai que c'est dur d'avoir des retours de gars. Bon, alors là, on est deux gars sur l'écran, mais c'est pas du tout représentatif. Pour vous donner une idée, il y a 91% des internautes qui vont sur notre plateforme, enfin votre plateforme, Mieux traverser le deuil, qui sont des femmes. Et vous avez beaucoup plus de facilité à parler. Alors j'aimerais bien qu'on arrive à avoir un peu des retours d'hommes. Voilà, certains arrivent à en parler, d'autres moins. Et pendant que vous écrivez, je relève quelques posts qui parlent de culpabilité. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont parlé de cette culpabilité, de se sentir
bien, des moments de la vie dans le deuil où on arrive à trouver de la joie, de l'allégresse. Comment les traverser sans culpabiliser? Est-ce qu'il y a une façon? Le deuil, c'est sa fonction première, hein. Ce mécanisme, cette intelligence de notre être a pour fonction première d'apaiser la souffrance qui résulte du décès de la personne qu'on aime. Donc, si on ressent par moment des temps d'apaisement, ça Mm. veut dire que, entre guillemets, ça marche, hein, que le deuil est véritablement en train de remplir sa fonction. Et vous voyez, ça, c'est le processus inconscient. Mais notre conscient, il dit, Mm. oui, mais si je vais mieux, très souvent, c'est ça, hein. Si je vais mieux, ça veut dire que j'oublie ou j'ai pas le droit d'aller mieux alors que mon enfant, mon conjoint est décédé. Mais là où on voit qu'il y a une interférence entre le processus inconscient qui a pour objectif d'amener de la paix et puis le processus conscient qui dit je dois pas être en paix. Il faut Mm. pas que je sois en paix. Parce que si je suis en paix, ça veut dire que je trahis ou ça veut dire que j'oublie. Et là encore, revient très très souvent cette idée de je ne veux pas arrêter d'avoir mal parce que si c'est le lien que j'ai avec la personne Mm. que j'aime, hein. Parce que j'ai mal, je reste en lien. Et parfois, on se fait une une autocensure du fait d'aller bien, dire Mm. je veux garder la souffrance parce que la souffrance est le lien qui me connecte avec la personne que j'ai perdue. Et si je vais mieux, si je m'apaise, même si je me fais aider pour apaiser cette souffrance-là, j'ai l'impression que je vais perdre le lien. Mm. Ceci, mes amis, est totalement faux. Totalement faux. Comment je Mm. le sais? L'expérience. Parce que les gens que j'accompagne, ça fait maintenant plus de 2 décennies, à un moment donné, c'est ce qu'on pense au début du processus. Mais le processus de deuil, rappelez-vous, il a pour fonction d'apaiser la souffrance et notamment également d'introjecter, d'intérioriser la relation à l'intérieur de soi. Mm. C'est une des 4 tâches du processus de deuil, hein. Les tâches, ce ne sont pas les épreuves, les étapes du deuil, hein. Une des tâches du processus de deuil, c'est de créer la relation intérieure. Et on l'a dit tout à l'heure, Damien, ça ne va pas être en 1 an, 2 ans, ça va être Mm. sur plusieurs années. Mais au bout du compte, je rencontre plein de personnes qui, après 5 ans ou 6 ans, 10 ans, sont très apaisées parce que le lien est à l'intérieur. Parfois même un lien qui fait qu'elles ne se sentent plus obligées de penser à la personne tous les jours. Parce qu'elles savent que le lien est là à tout jamais et peuvent avoir des activités, partir en vacances et tout. Ils pensent à la personne, mais ils ne sont pas inquiets si parfois, pendant 5 minutes ou 1 heure, ils ont un moment de plaisir parce qu'ils savent, ils sont à cette étape du processus, plus loin qu'au début, mais plus dans le Mm. processus, où on a la relation intérieure et il n'y a absolument plus du tout, la crainte Mm. de perdre le lien avec la personne et qu'il faut donc maintenir la souffrance. Donc c'est vraiment important de comprendre que le lien, vous pouvez vous apaiser, vous pouvez aller bien, vous pouvez véritablement accepter les moments de paix, les oasis de paix dans la traversée du désert. Ça ne veut dire en aucune façon que vous oubliez, ça veut dire simplement que le deuil est en train de se déployer harmonieusement en vous et qu'il est en train de créer les conditions pour que ce lien intérieur s'installe en vous à tout jamais. Et n'oubliez pas aussi une autre chose. Quand vous étiez avec la personne que vous aimiez avant son décès, c'était pas la souffrance qui était votre lien, c'était l'amour qui était votre lien, l'amour avec elle. Et vous n'aviez pas besoin de souffrir pour être en lien avec elle. Non, vous avez juste besoin de l'aimer et de manifester votre amour pour être en lien avec elle. Donc pourquoi avec son décès, maintenant ce serait la souffrance qui va être le lien? Non, c'est l'amour qui peut toujours continuer à être le lien. Et sur l'amour, il y a la souffrance qui vient par-dessus. Mais le processus de deuil, justement, il a pour fonction de Mm. dissiper cette souffrance qui cache, qui occulte le lien d'amour tel qu'il doit se construire
maintenant de façon différente, bien sûr, parce que c'est plus, la personne n'est plus existante dans le monde, mais ce lien d'amour intérieur. Donc, mélangez pas la souffrance, elle est sur le lien d'amour. Le deuil va dissiper la souffrance et le lien d'amour persiste. Donc, permettez-vous d'aller bien. Permettez-vous, quand vous êtes soulagé, de dire j'accueille ça avec gratitude et dites-vous à vous-même, une gratitude vis-à-vis de vous-même, je dirais en disant merci, je ne sais pas quoi en moi rend possible le fait d'aller bien aujourd'hui. Et ça veut dire que la souffrance est en train de partir de mon lien d'amour avec la personne que j'ai perdue. Et c'est ça qui va s'implanter en moi à tout jamais. C'est clair, Daniel, dans ce que je raconte? Ouais, merci pour ça. On a beaucoup de commentaires qui sont éclairés. Ouais. Et on a également cette phrase, je ne sais pas si vous avez tous vu le film Et je choisis de vivre, où on a Amande, l'héroïne du film, qui nous dit il y a des moments, j'ai des moments de bonheur, un peu de grâce. Et elle, alors c'est un peu direct de dire ça, elle dit j'ai aucun problème de les vivre parce que je sais que derrière j'aurai un moment beaucoup plus down, beaucoup plus difficile. Avec l'expérience, je sais que je nourris mon enfant, je vais jamais le déshonorer, je lui rendrai hommage à vie. Et à partir du moment où elle a compris ça, elle s'est permis de vivre ces moments vraiment de joie. Exactement. Et ça correspond exactement à la dynamique propre du vécu du deuil. À un moment donné, quand ça fait un paquet de mois qu'on le vit, on se rend compte que c'est toujours comme ça. Je vais mieux, je vais moins bien. Je vais mieux, je vais moins bien. Et progressivement, on se dit, tiens, on commence à apprivoiser la dynamique, on commence à la connaître, on se dit, tiens, je sais quand je vais pas bien, qu'il va y avoir un moment donné, je ne sais pas comment je fais, mais c'est processus inconscient, mais progressivement, je vais aller mieux. Mais quand je vais mieux, je me fais confiance sur le fait qu'à un moment donné, je ne vais pas aller bien. Et quand je ne vais pas aller bien, je me fais confiance sur le fait que je vais aller mieux. Donc, c'est vraiment cette dynamique qui est là et qui est vraiment le propre du processus de deuil, surtout à la 3e étape. Alors, merci, parce que le peu d'hommes qui sont là ont réagi, ont fait des commentaires. Et bonjour les hommes. Salut les hommes. Salut les hommes. Et donc, on a David. Merci David pour ton commentaire, où justement, tu nous poses cette question très intéressante, où tu demandes si les groupes de parole pour les hommes endeuillés, est-ce qu'ils peuvent éviter cette noyade émotionnelle? J'ai pas l'expérience des groupes de parole d'hommes, c'est pour ça, là je pourrais pas te répondre, mais j'ai pas l'expérience, j'ai pas de ça. En revanche, il y a des expériences canadiennes, mais j'ai pas une connaissance directe de ça. Il y a des expériences canadiennes où les hommes entre eux, les pères entre eux, arrivent plus facilement à être ensemble. Et d'ailleurs, j'ai plus souvenir de quelle association. C'est une association qui fait des activités avec les hommes en deuil, qui font très peu de groupes. Par exemple, ils vont faire une promenade en forêt. Et puis, à la fin de la promenade, ils font un petit groupe, mais un peu informel, parce qu'ils se sont tout dit pendant la promenade, pendant qu'ils faisaient des trucs entre gars. Hein. Mais j'ai pas l'expérience directe, je peux pas répondre, mais intuitivement, je dirais que oui, parce que c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés. Et vous savez, mesdames, les hommes sont extrêmement pudiques sur leurs émotions. C'est incroyable comme les hommes, pardon, peuvent être pudiques, pas oser dire les choses. Et n'oubliez pas aussi, les hommes, ils sont conditionnés par la société. Et dans notre société, on dit un mec, ça doit être fort. Un mec, il doit être le garant de la solidité de la famille et il va peut-être choisir délibérément de couper ses émotions pour dire je vais être là, solide, je vais bosser, je vais assurer le cadre de la famille qui est en train de partir en morceaux, mais je suis là. Et quand il fait ça, parfois il bloque des émotions, mais c'est un choix. C'est sa façon à lui de réagir à… Voilà. Mais rassurez-vous, même si c'est un choix conscient, derrière, toujours la même chose. Hein. Derrière, il y a le processus de deuil qui suit son chemin. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Ok, merci pour ça. Alors, je vous propose de passer de l'autre côté, du côté thérapeute, parce c'est assez rare d'avoir des questions de thérapeute et c'est très intéressant. Justement, toujours dans cette idée de la culpabilité, de la souffrance s'accrocher ou pas. Donc, c'est une thérapeute qui nous demande… Elle nous dit qu'elle n'arrive pas à accompagner des personnes éprouvées par la disparition de notre cher à certains moments parce que souvent, ces personnes-là disent ne pas vouloir arrêter de souffrir
car c'est le seul lien donc il leur reste, qu'on disait avec les défunts. C'est ce qu'on disait, ouais. Voilà, et en fait, en tant que thérapeute ou alors en tant qu'accompagnant, famille, ami, j'ai envie d'élargir, est-ce que finalement, la question c'est qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai envie d'élargir la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? À faire précisément par rapport à quoi? J'ai pas compris ta question. Pour aider à faire comprendre ce que tu as expliqué, que la souffrance n'est pas le seul lien. D'accord. Est-ce que ça peut se comprendre ou c'est une intelligence émotionnelle? Alors, on peut toujours l'expliquer, hein, comme l'a fait. D'ailleurs, on peut reprendre ce Facebook Live pour clarifier un petit peu. Ça, c'est cette idée de lien d'amour, la souffrance qui est là. Si la souffrance s'en va, le lien d'amour persiste. Donc, ce n'est pas en perdant l'amour en perdant la souffrance que je vais perdre le lien. Ça, c'est ce qu'on peut expliquer. Mais l'expérience montre qu'il y a une dimension émotionnelle qui est tellement forte que vous avez beau l'expliquer, en face, la personne, elle, elle sent pour un temps viscéralement qu'elle a besoin de cette souffrance-là. Et on peut le dire, j'ai entendu parfois de personnes qui, et vraiment pas des personnes maso, hein, des personnes vraiment posées, intelligentes, qui disaient, écoutez, Christophe, ou docteur Foy, enfin mes patients, ils m'appellent Christophe. Écoutez, Christophe, je peux pas lâcher ça pour le moment. Je peux pas lâcher ma souffrance pour le moment parce que par elle, je suis intensément en lien avec mon parent, mon enfant, mon ami, pour le moment, j'entends bien ce que vous me dites, hein, parce que je leur explique ça évidemment, mais j'entends bien, mais pour le moment, j'ai besoin de cette souffrance-là. Et ben, simplement le fait de le dire, ça permet non pas de choisir la souffrance, mais de l'accueillir un peu différemment parce qu'on lui donne une fonction. Vous voyez, hein, c'est pas je subis passivement ma souffrance. Non, elle est là, elle fait mal, mais je lui donne quand même une fonction qui est, je sais que peut-être je me trompe, mais pour l'instant, ce que je ressens émotionnellement, c'est que par cette intensité de souffrance, je suis dans l'intensité du lien. Et donc, accepter, Christophe, que j'en ai besoin pendant un temps. Accepter pendant un temps que je vous dise que ma souffrance est le lien qui est là et que parfois, quand je vais bien, eh bien, je me sens coupable d'aller bien ou j'ai peur de perdre le lien. Vous voyez, c'est ça l'accompagnement du deuil. C'est véritablement accepter la personne là où elle est dans ses besoins. Et si une personne me dit, j'ai besoin d'avoir mal pendant un temps pour rester en lien avec mon enfant, et qu'on partage ça ensemble, bah c'est OK. Parce qu'on sait bien tous les deux, en tout cas moi je sais bien, que ceci va évoluer au fil du temps. Rappelez-vous, processus de deuil, c'est un processus. C'est jamais un état fixe. Quelque chose que vous pouvez dire à un moment donné peut être très différent 6 mois après ou un an après. Donc, c'est vraiment valider ce qui est dit d'instant en instant, de façon différente. Ça a sa vérité à chaque instant, mais ce n'est pas une vérité qui va être constante au fil du temps. C'est des vérités relatives qui correspondent à des temps particuliers du processus. Ok, merci pour ça. Alors j'ai une nouvelle question, une personne qui a eu la chance de voir des articles, des vidéos sur le site Mieux traverser le deuil et d'avoir découvert ces différentes étapes, cette modélisation du deuil pour mieux comprendre. Et cette personne donc s'y retrouve, mais elle se pose la question comment ça se passe par rapport à plusieurs deuils qui sont vécus en même temps. Et elle pose cette question, donc c'est Elodie qui nous parle parce qu'elle a vécu la perte de sa sœur il y a 1 an. Elle a perdu aussi sa mère, sa maman, qui avait 69 ans, assez jeune, il y a 8 mois, et puis sa grand-mère il y a 4 mois. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des multideuils. Des deuils multiples, on parle de deuils multiples. Là, ok, vous allez dire que j'ai une obsession sur l'image de la blessure, de la cicatrisation, mais elle est pertinente. Les deuils multiples, c'est quoi? C'est pas une plaie. C'est une plaie là, une plaie là, une plaie là, une plaie là. Eh bien, tout votre corps, tout votre être va mobiliser toute son énergie pour s'occuper en même temps de la plaie qui est là, de la plaie qui est là, de la plaie qui est là, de la plaie qui est là. Il ne va pas y avoir une plaie qui va être laissée à l'abandon. Hein? Toutes les plaies vont bénéficier du processus. Donc, si vous avez beaucoup, beaucoup de plaies,
Si vous êtes, par exemple, une grande brûlure qui couvre peut-être, je sais pas moi, 40% de la surface de votre corps, c'est vrai qu'il va y avoir une quantité énorme de votre énergie vitale, physique, qui va être investie pour soigner ces énormes plaies, brûlures qui sont sur tout votre corps. Donc, deux choses, ça va être plus épuisant, ça va prendre plus de temps. Hein, parce que plus épuisant parce que votre corps va être très, très, très sollicité et plus de temps parce qu'il y a beaucoup de plaies à s'occuper en même temps. Mais si on prend simplement au niveau du processus de deuil en tant que tel, tout se met en même temps. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est comment on vit ça, comment on accompagne ça. Ça, les deuils multiples, on a commencé à en parler il y a très longtemps avec l'épidémie de sida aux États-Unis, où il y avait parfois des personnes, 10 personnes en un mois qui décédaient dans l'entourage dans l'entourage amical, par exemple. Eh bien, il était mené des groupes des groupes de partage pour les deuils multiples. Et pour les thérapeutes, c'était les recommandations qui étaient faites, c'était quand on accompagne quelqu'un, par exemple, si on a perdu 3 ou 4 personnes en même temps, parfois même des personnes qui sont mortes dans un même accident de voiture, ça peut arriver. Il y avait les 2 enfants derrière, la maman, et puis c'est le papa qui est sorti de la voiture. Eh bien, ça peut être utile de fragmenter les choses et de se dire, OK, aujourd'hui, pendant cette séance-là, on va se focaliser sur votre épouse. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre épouse? On essaie de fragmenter. Et après, la fois d'après, on va se focaliser sur votre petit garçon. Qu'est-ce qui se passe? Et après, la fois d'après, sur votre épouse. Ou alors, au cours d'une même séance, on passe de l'un à l'autre, mais d'expérience, ça se passe, ça se fait, ça se métabolise, mais c'est un peu plus long dans le temps parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Mais gardez à l'esprit l'image de je suis blessé à plein d'endroits, tout cicatrise en même temps. Parce que c'est le même mécanisme de cicatrisation et c'est la même chose psychiquement. Tout cicatrise en même temps, même s'il y a au niveau conscient un espèce d'embouteillage émotionnel parce qu'on a l'impression d'être submergé. Dans les cas de deuil multiple comme ça, moi je recommande d'être accompagné. Hein. Soit pas forcément par des psys, hein, mais d'être accompagné par de bénévoles d'associations, d'être accompagné par quelqu'un parce que on peut avoir une surcharge émotionnelle importante et c'est important d'avoir des lieux où on peut décharger parce que parfois c'est trop important. Donc ça, c'est vraiment une indication d'un accompagnement soit professionnel, soit associatif. Et vous retrouverez sur le site internet de Mieux Traverser le Deuil des répertoires d'associations. N'hésitez vraiment pas à contacter des associations autour de vous. Il y a plus d'une centaine avec qui on est partenaire et qui font vraiment du beau travail d'accompagnement. Alors Christophe, on a un sujet qui est un sujet pas facile à aborder, parce que tu ne pourrais pas t'en sortir comme ça avec des réponses. Hein bon. Non. Vas-y, dis-moi. C'est un vrai sujet compliqué. En fait, je vais te laisser. Je te pose la question. C'est très compliqué. Voilà. Alors, c'est Laurence qui nous dit elle se pose la question s'il est bon de rechercher un contact avec la personne disparue. Elle parle des médiums, des lectures de l'au-delà. Elle a un esprit qui est rationnel, qui la bloque, qui dit attention, c'est dangereux. Elle est veuve depuis 20 mois et elle parvient pas à être en paix avec le fait que son mari soit parti brutalement. Elle hésite à consulter un médium, elle est très déstabilisée et elle pose cette question, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut l'aider à travers cette étape de deuil? Alors, il y a plein de niveaux de réponse. Déjà, je fais une grande différence entre la vidéo le Facebook Live là, de Jean-Charles Chabot, qui était hier, hein, que je vous invite à retrouver sur ma page Facebook. Il y a le lien pour consulter le Facebook qu'on a fait hier soir sur les VSCD, hein, des vécus subjectifs, qui sont des contacts spontanés, directs, qu'on vit personnellement, qui sont très différents, extrêmement différents dans mon esprit, avec les contacts avec un médium. Par principe, puis même au niveau déontologique, hein, je ne conseille pas d'aller voir un médium.
Déjà, base, je dis, est-ce que vous pensez que dois aller voir un médium? Je dis, non, déontologiquement, je ne peux pas vous conseiller d'aller voir un médium. Mais les gens vont quand même voir des médiums. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Et donc, c'est intéressant de voir, mais qu'est-ce que ça induit? Alors, ça induit plusieurs choses. D'abord, il faut être, des personnes vont consulter un médium et les réponses, alors, si on prend l'hypothèse qu'il y a un contact, hein, prenons l'hypothèse qu'il y a eu un contact, euh, la plupart du temps, c'est je vais bien, je t'aime, je te pardonne, enfin tout ce que. C'est les gens qui me disent ça, hein. Et au bout du compte, moi, je fais le constat avec elle qu'il y a qu'il n'y a pas une incidence particulière sur le vécu du deuil. Ça n'enlève pas du tout la souffrance de se coucher tout seul le soir, de se lever tout seul le matin, de partir en vacances tout seul avec les enfants. Et voilà, ok. Donc ça, c'est. Alors juste, je te pose la question à toi, mais parce qu'on n'a pas la personne en face, mais pourquoi on va aller voir un médium? Pourquoi on veut? Oui. Attends, je voudrais juste rajouter, Oui. quand on parle de médium, qui est la personne? Parce qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de charlatans qui vont abuser de votre souffrance et qui vous disent, j'ai un contact, je sais contacter. Il y a sûrement des gens qui ont des perceptions, sûrement, mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas et qui vont abuser de la situation. Donc vraiment, et on est parfois dans telle souffrance qu'on n'arrive pas à discriminer qui est bien et qui est pas bien. Ça, c'est un autre niveau de réponse. Après, il y a quelque chose qui est dans le. C'est surtout l'envie dans la deuxième phase du deuil, c'est recréer le lien. Qu'est-ce que c'est le processus de deuil? Le processus de deuil, ça consiste à passer une relation extérieure, objective dans le monde, à une relation intérieure, intime en soi. Et on a vu tout à l'heure que ça mettait plusieurs années pour faire ça. Or, quand on va voir un médium, on va chercher quelque chose qui, d'une certaine manière, s'oppose au mouvement d'introjection de la relation. Parce que si on va voir tout le temps un médium, on est toujours sur le mouvement de moi en relation avec la personne que j'ai perdue à l'extérieur. Il y a un médium qui est là à l'extérieur. Donc, alors que le processus de deuil vise à m'aider à intérioriser la relation. Donc, d'une certaine manière, hein, il y aurait plein de nuances à mettre, bien sûr, mais il n'est pas conseillé parce que ça peut, si ça devient addictif, parce qu'il y a parfois des gens qui consultent de façon addictive des médiums, ça maintient la personne aimée à l'extérieur de soi et ça empêche au niveau psychologique, hein, bien sûr, je ne parle pas du niveau spirituel que je ne maîtrise pas, mais au niveau psychologique en tout cas, l'addiction à trop de médiums maintient la peur et empêche le mouvement psychique du deuil d'intérioriser la relation, qui fait que même parfois plusieurs années après, les personnes n'ont plus besoin d'aller voir un médium, disent ne plus avoir besoin d'aller voir un médium. Vous savez pourquoi? Parce que le lien est là. Le processus de deuil a créé la relation intime et les gens disent, mais pourquoi j'irai voir un médium qui va me parler d'un lien que je ressens déjà? C'est pour ça que le mouvement, le désir d'aller consulter un médium, c'est souvent dans les premiers temps du deuil, dans les premiers mois, premières années, parce que le lien n'est pas encore construit. Mais dans une immense majorité de personnes que j'accompagne à des années, quand le lien est là, il y a plus du tout le désir de consulter des médiums. Et les réponses sont souvent très, comment dire, très stéréotypées. C'est je vais bien, je t'aime, je te pardonne. Et ce qui peut être étonnant, c'est que parfois les gens disent peu ce qu'ils font, quasiment jamais. S'il y a quelque chose qui est fait de l'autre côté, ils disent pas ce qui est fait. Donc, à un moment donné, on se dit, OK, bon, bah, j'ai supposément eu un contact avec cette personne, avec la personne que j'aime, mais bah, elle est peut-être dans une autre dimension, mais moi, je suis dans cette dimension-là et je dois m'occuper des petits, je dois gagner de l'argent pour rembourser le prêt de la maison, je dois partir en week-end toute seule, je dois rencontrer des amis parce que la solitude me pèse trop.
Et Mm. même si on a quelqu'un qui a un médium qui a dit bah, je suis là, je suis près de toi, bah, il faut quand même Mm. le vivre, ça. Il faut quand même le vivre. Mais je vous assure, j'insiste bien, après plusieurs années, le lien est tellement clair à l'intérieur qu'on n'a plus besoin d'aller voir un médium. Ça, c'est ma posture. Mm. Donc, j'aurais envie de vous inviter, ne recherchez pas activement le contact. Si contact il y a, peut-être qu'il y aura une VSCD qui va survenir. Mais s'il y a eu ça dans votre vie, vous savez, on ne sait pas le Mm. schéma plus grand de ce qui se passe. On ne sait pas quel sens au niveau plus grand, plus large, au niveau de la vie, de l'existence, quel est le sens de ce décès dans votre vie. Est-ce que c'était quelque chose, enfin, on ne sait pas pourquoi c'est survenu. Peut-être qu'il y a des raisons, peut-être qu'il n'y a pas de raison, mais s'il y a des raisons pour que ce lien s'interrompe pendant un temps, avant Mm. peut-être de se retrouver de l'autre côté, c'est qu'il y a peut-être une confiance globale sur l'existant disant, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais ceci s'est passé, que comprendre de cette épreuve-là? Comment Mm. la vivre avec le plus de clarté et de compréhension au-delà de la souffrance émotionnelle que cette situation me produit? Tu Mm. comprends? Hein. Tu parles du sens, c'est vrai que souvent dans la souffrance, on essaie de trouver du sens. Ouais. Et Audrey, merci Audrey pour votre commentaire. Euh, le pourquoi, celui-là, il est souvent, souvent brutal. Ouais. As-tu une autre question? J'ai une autre question qui est sur le sujet du suicide, mais on finira pas par ça. Quelque chose de plus D'accord. positif. Ouais. C'est Isabelle qui te pose cette question. Euh, dans quelle mesure croire en la survivance peut-il prévenir le passage à l'acte suicidaire? Pour la personne suicidée ou la personne qui est en deuil après suicide? J'ai la question comme ça, j'ai pas les précisions, donc je sais pas te Ok. répondre. Moi, tel que je comprends la question, c'est si quelqu'un que j'aime est mort, est-ce que le fait de me suicider, de croire qu'il y a une continuité de la conscience me prévient un passage à l'acte suicidaire pour moi? C'est comme ça que je comprends la question. Euh, Là, c'est vraiment difficile à répondre parce que, mais j'ai quelques idées. C'est pas scientifiquement là, mais j'ai quelques idées au regard des gens que j'ai accompagnés. Si on croit qu'il y a une continuité de la conscience, très souvent, moi j'ai entendu les personnes ne dire être moins dans un désir suicidaire. Si désir suicidaire il y a, évidemment, parce qu'il dit ok, je vais vivre les choses, mais je sais que je te rejoins. Ok, ça c'est un premier niveau de réponse. Mais il faut aussi comprendre quel est le sens de ce désir suicidaire. Le sens de ce désir suicidaire, il est de un, arrêter la souffrance que je ressens parce que tu es mort et Mm. c'est insupportable. Et je veux pas me tuer moi, je veux tuer ma souffrance parce que Mm. c'est insupportable. Deuxièmement, c'est je veux me tuer Mm. pour te rejoindre et annuler cette distance qui s'est créée par ta mort. Et il y a un troisième élément qui est plus rare, mais c'est surtout quand on est en deuil après suicide, il y a des Mm. personnes qui racontent que elles veulent aller jusqu'au bout du geste, le plus loin du geste suicidaire, sans forcément le faire, mais au plus loin, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'esprit quand on est dans cette dynamique qui va Mm. mener au suicide, hein. C'est essayer de comprendre si moi je prends le même chemin, je vais peut-être arriver à trouver cette réponse à ce que pourquoi, qui est vraiment un des points de souffrance majeurs dans le deuil après suicide, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Donc ça, c'est plus rare. Mais les deux éléments de tuer ma souffrance en me tuant et te rejoindre par ma mort, ça peut être là. Donc si on, si, euh, c'est, je dirais ça dépend, mais c'est en tout cas il y a des je ne sais pas s'il y a continuité de la souffrance, non, n'importe quoi. S'il y a continuité de la conscience après la mort, Oui. je ne suis pas certain que la personne qui s'est suicidée voudrait qu'on se suicide
en son nom. Je crois pas. Ok. Sincèrement, je crois pas. Je crois pas qu'elle ait dit: «OK, c'est ma souffrance qui m'a mené au suicide, quelle que soit la nature de ma souffrance, mais, est-ce que par mon geste, je veux que toi aussi tu sois entraîné dans ce même, Hmm. mouvement qui va générer tellement de chaos, tellement de souffrance dans toute la famille, dans tout l'environnement familial, ça ferait un suicide, vous savez bien, mes amis, hein, c'est dévastateur dans une famille. Et donc, envisager le geste suicidaire pour retrouver l'autre personne, si l'autre personne existe de l'autre côté, je ne pense pas qu'elle souhaite. Je pense pas qu'elle Hmm. souhaite qu'on se tue en son nom. Et Hmm. que, en son nom, tant de souffrances en découlent pour le reste de la famille qui va rester derrière. C'est ce que Hmm. je crois. Merci beaucoup. Merci pour ça. Je vous propose d'aborder un autre sujet qui est celui des obsèques, ce rituel très, très, Ouais, très, voilà, très culturel, ouais, suivant les méridiens, les parallèles où on se trouve. Et ouais, alors là, c'est plus une question de la part de l'équipe que j'adresse, Christophe. On a monté pendant le Covid ce service qui s'appelle Obsèques en direct. Alors en général, quand on en parle à des gens qui connaissent l'œil, ils regardent leur godasse et ils disent mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors, Obsèques en direct, en fait, ça permet de filmer une cérémonie, la cérémonie de sa famille, et de la retransmettre donc à toutes les personnes qui peuvent pas être là. Et on l'a monté parce qu'on était limité à 30 personnes il y a quelques mois en arrière. Et alors, quand on raconte ça, alors au pompe funèbre, on a fait un coup de fil aux 4000 pompes funèbres en France. Et puis, il y a plein d'autres personnes. Certains nous disent, mais vous êtes complètement fous. Pourquoi rajouter de la douleur à la souffrance? Enfin, ça n'a pas de sens. Laissez tranquille ceux qui sont loin. Au moins, ils sont pas dans les pleurs. Mais la réalité, c'est que ça a été énormément utilisé. Alors, je vous mets le lien pour que vous compreniez à quoi ça ressemble. Voilà. Ça a été énormément utilisé. Il y a près de 4000 personnes qui ont utilisé ce service. Et les retours qu'on a sont incroyables. Les gens disent merci, merci. C'est comme si on faisait partie de leur famille tellement qu'on les a aidés. Ils nous sont tellement reconnaissants de leur avoir permis à distance d'être sur place. bien sûr, oui. Alors pourquoi c'est si important d'être à ces obsèques? C'est souvent des sujets dans les familles. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas, on habite loin, il y a le travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que, mon cher Damien, le processus de deuil, c'est un processus psychologique, c'est un processus physique. Vous savez bien, on est épuisé quand on est en deuil. C'est un processus Mmh. spirituel, mais c'est un processus humain, communautaire. Mmh. Depuis la nuit des temps, toutes les communautés humaines ont créé des rituels sociaux pour accompagner le deuil, parce que ça a une fonction qui est importante. Mmh. Quand on est dans les obsèques et qu'on participe aux obsèques, il se crée un lien invisible entre les différentes personnes qui ont participé, un lien plus ou moins fort, mais en tout cas un moment de fédération qui a plein de fonctions, mais qui a notamment pour Mmh. fonction de créer ce que j'appelle le réseau de soutien, un réseau de soutien qui va être Ouais. ce qui va aider la personne en deuil. Donc le fait de participer ensemble, en présentiel ou en Zoom ou en distance, aux obsèques, fait qu'on a une expérience commune qu'on a partagée ensemble, et ça fait une espèce d'alliance, je dirais, de Mmh. lien sacré entre les personnes qui. Et il y a une différence entre les gens qui disent j'étais là, j'étais pas là. Et ceux qui sont là peuvent se dire ok, même si je suis à distance, moi qui suis à des milliers de kilomètres de là, grâce à ce lien-là, je te manifeste mon amour, je te manifeste mon affection. Ok, je suis loin, mais j'étais là quand même. J'ai vu les Mmh. fleurs, j'ai vu le cercueil, j'ai vu ta maman, j'ai vu tes petits, j'ai vu tous les gens qui étaient là, j'étais présente. Eh bien ça contribue à la dimension sociale, communautaire, humaine du Mmh. deuil, et se priver de ça, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc c'est vraiment une bénédiction d'avoir pu créer ces obsèques en ligne, parce que, et d'ailleurs on le voit bien, les retours sont extrêmement positifs, parce que ça répond à un besoin humain, tout simplement, un humain communautaire, être ensemble face
à la souffrance de la perte. Donc ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Super. Et du coup, on va continuer ce service pour information au service des familles. C'est complètement gratuit. Ça marche toujours? Ça fonctionne toujours? Il y a tellement, il y a encore des demandes et donc on a décidé de le garder avec D'accord. l'association et voilà. Et donc n'hésitez pas à en parler. Alors c'est pas du genre le gros scoop à mettre sur Facebook peut-être, c'est pas évident. Ouais, mais J'ai bon. trouvé un bon plan d'obsèques. Bon, mais en off, ça fait beaucoup de bien et vous allez. Enfin, je Ouais, vous encourage à en parler parce qu'on n'ose pas trop le dire, ouais, ouais. mais voilà, beaucoup de reconnaissance. Et même là, malheureusement, c'est de l'actualité. Hein, c'est qu'on parle même de refermer, de réduire encore les groupes, les regroupements à 30 personnes dans certaines zones en France. Ça veut dire qu'on va se retrouver une fois de plus dans cette situation où on ne pourra pas Ouais. participer Alors, aux obsèques. attends, Damien, juste quelque chose là. Il y a quelqu'un qui a un collègue ici qui me disait, mais parce que si les obsèques restent en ligne pendant une semaine, tu m'as dit une semaine, un mois, Oui, maintenant, on peut les télécharger en plus. Vous pouvez les on peut les garder toute télécharger. la vie. Et, Ouais. et il demandait, mais est-ce que c'est pas malsain que les gens regardent les obsèques en Mhm. boucle? Bien, moi je trouve que non, c'est pas malsain du tout, parce que il y a quelqu'un qui vient d'écrire là le commentaire. Après la Oui. cérémonie, ben, on est tout seul. Ça peut faire du bien de voir la cérémonie, parce que quand on est très très loin et qu'on a la cérémonie peut-être pendant une heure sur son ordinateur où et quand on éteint, on est déconnecté et plus rien ne parle de ça, Mhm. on est un peu dans ce sentiment d'irréalité, de est-ce que ça s'est vraiment passé? Donc le fait de pouvoir revoir la vidéo, ça Mhm. ancre progressivement, tant psychologiquement qu'émotionnellement, la réalité de cette gens, c'est quelque chose qui est bénéfique parce que, comme disait quelqu'un, c'est vrai qu'après la cérémonie, on se sent. Oui, c'est bon là? Et qu'après la cérémonie, on se sent tout seul. Donc, le fait de le revoir encore et encore, c'est. Enfin, pas mille fois, hein, mais c'est Mhm. de savoir qu'on peut le voir et le partager avec des proches qui n'ont pas pu être présents, ça me paraît vraiment essentiel. Voilà, les amis. Super. Merci pour ça. Ouais. Merci à tous pour vos commentaires. On va terminer Da- cette. Damien, je voudrais juste peut-être que tout le monde n'était pas là, pour rappeler que il était décidé avec Nathalie de l'association Le Point Rose, pour qui je devais faire une conférence demain vendredi soir à Marseille, à cause des restrictions plus serrées qui sont sur Marseille en ce moment, ça a été annulé. Et de même pour la rencontre qui était prévue à Aix-en-Provence avec les parents en deuil de l'association Le Point Rose, c'est aussi également annulé. Mais promis, on s'est juré dans les temps sont plus sereins, de refaire à la fois cette conférence et cette rencontre avec les parents à Mhm. Aix-en-Provence. Donc, pour les gens qui n'étaient pas là au début de la Ouais. rencontre. Et pour Voilà. préciser, le Point Rose, c'est une association sur Marseille, dans le sud de la France. Ils font un super boulot sur Mais l'accompagnement. ils ont des antennes aussi en France. Hein. C'est pas que Ah, Aix. génial. D'accord, Oui, super. oui, D'accord. il y a des antennes aussi en France. Hein. Donc, c'est des activités, c'est des choses qui sont vraiment très bien. Donc, n'hésitez pas à prendre contact si vous êtes dans la région. Et en plus, il y a une super photo de profil de Christophe. Très, Ouais, très beau. ouais, comme ça, là. Dans la page d'accueil. Que je- N'importe quoi. N'importe quoi. Ça, vous voyez, ça c'est du Damien Boyer tout tracé. Damien Boyer, il est comme ça tout le temps. Mais voilà, c'est sa nature, c'est un bon gars comme ça. C'est pour ça que je l'adore, quoi. Bon, Bon, super. on a le droit de se marrer un peu, de parler de deuil, de nos souffrances, Ouais, de la oui, vie, elle est oui, faite de oui, toutes oui. ces émotions. Hein. Ben, la mort, la vie, c'est ensemble. Donc, ça, voilà. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour Et on est ce là. Et on se dit en octobre, n'est-ce pas? On va ouais. trouver un mois en octobre pour faire un nouveau Facebook Live d'une heure, hein, comme aujourd'hui, parce que voilà, on va inscrire ça dans la durée. Ça fait du bien à tout le monde, et puis c'est important voilà, qu'on puisse répondre à des questions, même si on ne peut pas répondre à toutes les questions. Désolé, Donc, oui, on n'a pas pu répondre à tout le monde. Merci pour vos commentaires encore. On était presque 250 aujourd'hui. N'hésitez pas à inviter vos amis à participer et inviter des hommes si vous avez l'occasion. Même si vous leur faites pas parler, mais voilà, de vous ça, les bâillonnez, et puis vous dites, OK, mais tu écoutes. tu Et écoutes. maintenant, tu écoutes.
Voilà. Tu es dans ta grotte, mais tu vois l'horizon. Voilà, ok. Bon. Allez, Bon, merci à super. tout le monde. Allez, Merci au Christophe revoir. encore. Hein. Merci. Allez, bonne À nuit à bientôt. tous. Au revoir, bonne soirée.